vous de mener la lutte au changement climatique? Bien sûr que oui. C'est la réponse au fait pour 78 d'entre vous, selon un sondage léger. Ça va quand on pense que les grandes industries, les méchantes pétrolières vont assumer une large partie des coûts. Mais qu'en est-il si le consommateur, le particulier, doit défrayer les frais de cette transition énergétique? Eh bien, on perd des joueurs. C'est ça qui arrive à cette lutte au changement climatique. Moins du tiers des gens sondés acceptent de payer davantage pour réduire du quart notre consommation de pétrole. Le sondage va plus loin. On a mis un chiffre sur la participation du particulier. Si ça coûte entre 1 500 et 2 000 $ pour réduire de 25 la consommation totale de pétrole, eh bien, seulement 12 des consommateurs vaillants ont accepté le marché. Donc, on fait quoi face à une population qui semble récalcitrante, selon les données du sondage? Et puis, ce prix, entre 1 500 et 2 000 $, ça couvre quoi au juste? Et est-ce que cette facture-là peut diminuer avec le temps? On a un très beau débat à vous proposer aujourd'hui. Yuri Chassin, économiste à l'IEDM et co-auteur de cette étude dont on vous parle aujourd'hui. Peut-on se débarrasser du pétrole, les coûts d'une transition énergétique accélérée? Yuri Chassin, merci d'être là avec nous. Bonjour. Et puis, Philippe Bourque, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement et co-auteur d'une autre étude dont on a déjà parlé sur nos ondes. 20 milliards de dollars de plus en 6 ans, les retombées économiques d'une réduction de la consommation de pétrole au Québec. Donc, vous donnez la réplique à Yuri Chassin. Donc, on a deux études, finalement. L'une qui dit qu'il y a des retombées économiques, 20 milliards de dollars en 6 ans, et Yuri Chassin avec Germain Belzile, que vous dites... il y a des coûts. Il y a des coûts, et c'est peut-être trop cher, finalement, pour faire une transition accélérée. On va commencer... Merci d'être là, Philippe, aujourd'hui. Et Yuri, on va commencer avec vous parce que vous faites paraître des nouvelles données aujourd'hui et vous en arrivez finalement à ce chiffre, 1 875 $ par ménage par année? Par année. Par année, pour réduire du quart notre consommation de pétrole. Exact. Sur quelle période? Ben, en fait, si on met en place différentes mesures, et là, je dois donner un petit coup de chapeau à Équiterre et Vivre en Ville, donc deux groupes écologistes qui ont pris la peine non seulement de proposer un certain nombre de mesures pour réduire la consommation de pétrole, mais qui ont aussi tenté de les chiffrer. Évidemment, on est des économistes, donc on a été voir, on n'était pas d'accord avec leur méthodologie à 100 %. On a fait notre propre exercice et c'est comme ça, hein, quand on regarde construire des trains régionaux, un TGV, avoir beaucoup de véhicules électriques au Québec, réussir aussi à doubler l'offre de transport en commun, pas nécessairement l'achalandage, mais au moins l'offre. Bien, tout ça coûte cher et finalement, que ce soit par des tarifs ou par des taxes pour les contribuables à travers les fonds gouvernementaux, on se retrouve à un coût total qui équivaut à 1 875 $ par ménage, par année au Québec, autant que la politique dure, autant qu'on va devoir payer ce coût-là. Ce qui n'est pas très loin, finalement. Équiterre et Vivre en Ville arrivaient à 1 500 et quelques dollars. Donc, on peut dire que c'est une fourchette peut-être de 1 500 à 2 000. Ouais. En fait, on s'obstine pas trop sur les chiffres. C'est ça, on a de grands écarts pour différentes mesures avec eux, mais au total, parce qu'il y en a certaines qu'on évalue moins qu'eux et d'autres plus, finalement, on arrive à quelque chose de similaire. On est dans le même, disons, le même terrain de jeu. Donc, l'exercice est intéressant de mettre un chiffre sur l'effort pour les particuliers, de lutter contre les changements climatiques, et notamment dans ce cas-ci, on parle de diminuer la consommation de pétrole. Philippe Bourque, selon vous, est-ce que c'est un exercice qui est utile? Parce que là, on est un peu effrayé aussi par le chiffre 1875. On ne peut pas se permettre ça. C'est absolument utile et nécessaire de chiffrer n'importe quelle mesure gouvernementale qui est mise, que ce soit en santé publique, pour l'alcool au volant, le tabagisme. Il faut mesurer qu'est-ce que ça me coûte pour mettre en place telle mesure, pour voir si je vais en tirer des bénéfices. Donc, c'est essentiel lorsqu'on veut mettre en place des mesures, que ce soit celles qui sont suggérées, entre autres, par Vivre en Ville et Équiterre, de dire, bien, ça coûte combien. Ceci dit, on n'a pas toutes les mesures et celles qui coûtent pas mal moins cher, ils ne sont pas chiffrées non plus. Nous, celles qu'on a utilisées dans notre étude, justement, c'est de dire, bien, dans le contexte actuel, c'est pas réaliste de demander aux gens de payer pour des mesures aussi coûteuses. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont moins coûteuses et qui permettent justement d'atteindre des objectifs de réduction qui sont bénéfiques? C'est le choix que nous, on a fait. Oui, c'est ça. Donc, parlez-nous finalement de ce que vous avez proposé. Là. On parle de deux études assez volumineuses, mais en somme, vos propositions.
Parce que vous n'avez pas chiffré le coût par ménage. C'est davantage pour dire qu'il y a des retombées économiques possibles pour notre économie locale, c'est ça? Au contraire, nous, on a démontré qu'il y avait un bénéfice pour les ménages avec les mesures qu'on proposait. Tout simplement parce que ce qu'on a choisi de faire, c'est de prendre des mesures qui sont à coût nul pour l'État. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mesures qui sont faciles à mettre en place, que ça ne demande pas un effort de, comment dire, de... Déjà, un courage politique, mais de bien l'ajuster, ce type de mesure-là. Je parle, entre autres, d'un système bonus-malus. Déjà, le gouvernement a tendu les perches dernièrement dans son budget en proposant une augmentation de la taxe pour les plus gros cylindrés, là, pour, entre autres, l'immatriculation. C'est une vision qui s'enligne vers un bonus-malus, mais l'idée, c'est que dans ça, on prend l'argent de ceux qui sont prêts à payer pour un véhicule qui consomme plus et on le redonne à des gens qui sont prêts à payer pour un véhicule qui consomme moins. Donc, pour l'État, c'est neutre, donc il n'y a pas de coût. Mais on peut se garder une somme là-dedans pour payer les frais de gestion. Mais pour le citoyen, bien, lui, dans le fond, celui qui choisit de prendre un véhicule qui consomme moins, donc on réduit la consommation de pétrole, bien, lui, il fait des économies, d'énormes économies, non seulement sur l'achat du véhicule, mais après ça, durant tout l'usage du véhicule, les coûts d'essence sont moindres. Le citoyen en question, donc, il économise dans son budget, il prend cet argent-là, il la réinvestit dans l'économie québécoise, ça génère des nouveaux revenus, des nouveaux emplois. C'est ça qu'on a calculé, nous, dans notre étude. Donc, c'est des co-bénéfices aussi de la réduction pour l'économie québécoise. Donc, alors que de votre côté, Yuri, vous avez analysé davantage les propositions qui sont sur la table actuellement. Oui, donc en fait, des propositions, bien évidemment, ça se relie, hein, parce que c'est intéressant. Dans un système de bonus-malus, c'est une très bonne politique, une très bonne approche d'un point de vue économique, hein, parce que finalement, on encourage un comportement qu'on pense plus désirable, on décourage un comportement moins désirable, et comme c'est neutre pour l'État, bien, finalement, on n'appauvrit personne au global. Certains payent et d'autres reçoivent, mais au global, tout le monde, finalement, c'est neutre. Évidemment, il faut voir qu'est-ce qu'on a comme réduction de consommation d'essence, qu'est-ce qu'on a comme réduction de GES aussi, parce que, puis c'est un peu ça la réflexion, hein, c'est que si on réussit à avoir des mesures importantes à changer assez radicalement, finalement, notre façon de se déplacer, le lieu où on habite, parce qu'il faut rester, dans le fond, plus près de notre travail, avoir une densification plus importante de nos milieux urbains, bien, tous ces coûts-là s'accumulent. Est-ce que, finalement, on réussit à en avoir... On paye énormément, finalement, on transforme nos façons de vivre. Est-ce qu'on réussit à avoir des bénéfices environnementaux importants? Et nous, ce qu'on a chiffré, donc 6,4 milliards de dollars, c'est le coût qu'on a pour l'économie du Québec, 1875 dollars pour les ménages. Ça réduit la consommation de pétrole au total de seulement 20 parce qu'évidemment, le transport, c'est une partie. Le transport des particuliers, c'est une petite partie de notre consommation de pétrole. Et les gaz à effet de serre, eux, ne diminuent que de 12 C'est beaucoup quand même, 12 Mais tout ça pour ça. Alors, elle est là, la réflexion. Est-ce qu'on peut arriver, avec ces mesures-là, à quelque chose de très efficace? C'est peut-être difficile, mais à tout le moins, on parle et des avantages et des coûts. C'est une discussion rationnelle. Et alors qu'on va montrer justement ce tableau qui montre le total du coût pour ces mesures-là, voilà, c'est un peu ce que vous disiez. Vous avez évalué différentes mesures et vous les avez nommées d'entrée de jeu, doubler l'offre de transport collectif, mettre en place peut-être des trains régionaux, ça c'est une autre mesure très coûteuse. Mais votre conclusion, est-ce que vous, parce qu'en même temps que vous faites paraître cette étude, il y a ce sondage qui dit les gens ne sont pas prêts à payer ça. Êtes-vous en train de dire ça vaut pas la peine, on va pas dans cette direction-là? Quel est le message que vous envoyez? Ah oui, alors donc c'est vraiment, parce que c'était ça l'idée du cahier, c'était de débattre des moyens. Donc pas tant de la fin, je pense que tout le monde trouve que c'est important. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a même, dans le fond, des options qui sont sur la table, que ce soit les véhicules électriques, peut-être dans quelques années des véhicules à hydrogène. Il y a des industries qui améliorent leur bilan énergétique, qui trouvent des façons finalement, des procédés industriels moins polluants. Donc, la transition énergétique, consommer moins de pétrole, émettre moins de GES, elle est déjà en cours. Le problème, c'est est-ce qu'on fait intervenir l'État pour accélérer le processus? Peut-on et combien ça va coûter? Et c'est dans ce cadre-là qu'on pensait qu'il était important
de discuter des coûts parce que c'est ça qui est trop rare, finalement. Mais est-ce qu'à cette question-là, vous répondez non, Yuri Chassin, on ne fait pas intervenir l'État pour accélérer le processus, c'est trop coûteux et ça ne vaut pas la peine? Est-ce que c'est votre conclusion? En fait, pas nécessairement, mais ce que le sondage nous donne comme portrait, c'est qu'il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Donc, peut-être qu'on est mieux de choisir des cibles. Si j'avais une conclusion, une recommandation, disons, Oui. de ma part, peut-être qu'on est mieux de choisir des cibles qui sont peut-être plus modestes que ce qu'on avait, mais qu'on va atteindre. Parce qu'il faut prendre en compte la réalité politique de telles mesures. Et si, un peu comme Kyoto, si on ne veut pas échouer, encore une fois, il vaut peut-être mieux, ou Copenhague, il vaut peut-être mieux avoir des cibles précises et réalistes. Donc, à la conférence de Lima ou à la conférence de Paris l'année prochaine, les décideurs devraient peut-être se restreindre et choisir quelque chose qui est plausible comme cible. Mais en même temps, et là, je vais vous entendre là-dessus, Philippe, on a récemment entendu du programme des Nations unies pour l'environnement, ces coûts énormes des changements climatiques. On parle à travers le monde, 150 milliards de dollars par année d'ici 2025-2030 si on maintient le rythme actuel. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de... Parce qu'on parle d'une transition énergétique qui est en train de se faire, d'une transformation. Est-ce qu'on peut la laisser aller au rythme actuel ou il faut justement investir, que ce soit 1 500 par ménage ou 2 000 pour l'accélérer? À mon avis, il faut absolument l'accélérer. Est-ce que ça nécessite nécessairement des coûts énormes et des choix coûteux? Puis ça, je suis entièrement d'accord avec lui pour dire le message qu'il faut dire, c'est on a des choix à faire, mais faisons-les intelligemment. L'État n'a pas beaucoup de moyens actuellement. Les citoyens sont aussi au bout du rouleau. Ils vont être prêts à embarquer dans la mesure où ils vont voir qu'on réussit à atteindre nos cibles. Ça, je suis d'accord aussi avec lui. Des fois, des cibles trop ambitieuses, on se dit, bon, on ne l'atteindra jamais, puis ça nous décourage. Donc, des choix aussi peut-être étapistes, mais leur proposer des options où c'est agréable, c'est possible, ça ne leur prive pas dans leur qualité de vie, mais au contraire, ils vont faire des économies plutôt que ça va leur coûter quelque chose. Et en plus, ils vont voir les bénéfices à court terme. Si on axe uniquement changement climatique, nous, c'est un peu des fois ce qu'on dit, il y a une limite à ça parce que les bénéfices sont à très long terme. Donc, sauf la satisfaction de dire j'ai agi, on n'a pas de gain tangible. Si on parle de santé publique, de qualité de l'air, de réduction de la congestion qui est liée à ces choix de transition-là, là, ça devient d'autant plus intéressant et je pense que les gens, probablement que le nombre de répondants favorables serait plus grand. D'abord, si on leur dit qu'au contraire de payer quelque chose, ils vont gagner. Puis en plus, si on leur dit, bien, tu vas peut-être gagner du temps aussi dans la circulation, tu vas peut-être gagner aussi en qualité de vie, en qualité de l'air. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être changer nos Mais au niveau approches. des transports, c'est là que c'est très coûteux. Je veux prendre une petite pause pour entendre Pierre-Olivier Pinault, qui est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Et le 1 800 $ par ménage, selon lui, c'est un bon investissement parce que c'est sur le long terme. Puis, il souligne aussi qu'il ne faut pas sous-estimer donc la contribution de peut-être d'autres mesures, des efforts qui sont moins coûteuses. Donc, on va l'entendre et on poursuit la discussion. À ce prix-là, ça devient difficile effectivement à vendre à la population québécoise. Je pense qu'il y a des manières différentes d'atteindre les réductions, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un investissement dans des changements. Et le 1 800 $ d'investissement à faire, il pourrait apporter des bénéfices à long terme, alors que notre mode actuel de consommation du pétrole nous enchaîne à des dépenses perpétuelles. On doit aller faire le plein d'essence, et c'est de l'argent qui, à toute fin pratique, sort du Québec et ne participe très peu à l'économie québécoise. Donc, si on amène des investissements pour mieux se transporter, mieux faire assurer notre mobilité, eh bien, on pourrait diminuer notre consommation de pétrole et progressivement sortir du pétrole en faisant des investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les changements d'habitude en transport sont essentiels. Ce n'est pas forcément des voitures électriques, mais c'est surtout repenser à la taille des voitures, favoriser le partage de véhicules, le transport en commun, le transport actif, le télétravail. Il y a une panoplie d'options qui sont possibles. Sans rien imposer aux consommateurs, on pourrait offrir davantage de choix. Donc, des choix individuels qui peuvent contribuer. Et de toute façon, et on va le montrer, c'est un des tableaux que vous avez présenté dans l'étude, 34 c'est finalement le pourcentage qu'occupe la consommation de pétrole, c'est pour le transport. Le reste, en fait, le transport par voiture, c'est ça. Le reste, finalement, bon, c'est très vaste, là, le transport maritime, le transport par avion. Les plastiques, donc l'industrie pétrochimique. Alors évidemment, le pétrole, c'est très divers comme produit. Ça se retrouve un peu partout dans nos vies. Mais pour le transport, et c'est là où je pense qu'il y a effectivement davantage d'attention,
à quel point on peut faire beaucoup d'efforts. Parce que, dans le fond, il y a des options qui sont déjà disponibles. Et quand on parle, par exemple, de réduire la taille des voitures, bien, c'est une piste intéressante. En même temps, une famille de 4 ou 5 dans une Smart, c'est plus difficile un peu. Donc, il y a quand même une limite. Il y a des gens qui veulent avoir ce luxe d'avoir une voiture un peu plus grosse ou d'en avoir deux. La voiture électrique, c'est un exemple intéressant hein, parce que souvent, les acheteurs de voitures électriques, on réalise, enfin en Norvège, que c'est des gens qui ont déjà une voiture. Donc, on complète avec la voiture électrique notre possibilité de transport, mais ce n'est pas la première voiture qu'on achète. Donc, il y a quand même des limites à demander aux gens de changer leurs habitudes de transport étant donné qu'ils peuvent déjà le faire et qu'ils ne le font pas tant que ça à l'heure actuelle. Mais l'investissement qu'on fait dans le transport pour l'améliorer, pour augmenter l'offre de transport collectif ou toute infrastructure, c'est une dépense qui coûte cher, mais avec le temps, c'est une dépense qui diminue, alors que le prix qu'on paye pour le pétrole, c'est pas durable. Nous, on l'a calculé par année, donc évidemment sur la durée de vie utile d'une infrastructure, d'où le fait que finalement, les coûts de grosses infrastructures paraissent peut-être moins élevés dans notre étude parce qu'on l'étale sur l'ensemble de la durée de vie. Autrement dit, à part si on dit on va avoir une ligne de train pendant 40 ans, puis dans 40 ans, on arrête, il va sans doute falloir la remplacer hein, si on choisit de ne pas l'arrêter. À ce moment-là, on va continuer à payer à chaque année. Donc, il n'y a pas de diminution dans le temps. C'est vraiment un coût annuel constant. Et ça veut dire évidemment qu'il faut l'utiliser aussi, hein, parce qu'il y a des lignes de train qui ont été construites dans le passé, mais qui n'ont pas nécessairement été des grands succès, où on se retrouve finalement à avoir une subvention implicite assez élevée par déplacement. Philippe Bourque, vous avez parlé de certaines mesures qui sont efficaces. Et c'était un peu aussi le message de Pierre-Olivier Pinault. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas coûteuses. Parmi les mesures qui sont coûteuses, est-ce qu'il y en a là-dedans que vous considérez que c'est peut-être pas un bon investissement, peut-être ce qui rejoindrait le propos de l'IEDM? Est-ce qu'il y a, si on regarde les mesures, celles qui sont moins efficaces, plus coûteuses? J'ai regardé rapidement l'étude. Oui. Évidemment, j'ai pris connaissance ce matin, j'ai pas eu le temps de la parcourir, mais c'est clair que moi, je trouve ça... à la limite, pas très juste de mettre un TGV dans l'étude qui coûte énormément cher et on sait qu'on n'en fera jamais parce que, justement, ça coûte trop cher. Donc, de présumer qu'à cause d'un TGV, effectivement, ça va coûter cher, mais on ne le fera pas. Déjà, le train de l'Est, on se rend compte, on a vu le coût que ça coûte. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est pas un bon investissement qui a été fait, mais aujourd'hui, si on veut, compte tenu de nos capacités de payer, réduire nos gaz à effet de serre puis améliorer notre économie, on est mieux de choisir des mesures comme M. Pinault parlait, télétravail, covoiturage, autopartage, des mesures puis réduire la taille. L'électrification, c'est bien, mais pour ceux qui ont les moyens, une petite voiture, au contraire, tu économises. Je suis conscient qu'il y a des familles pour qui c'est difficile, mais il y a plein de gens qui, quand même, circulent dans des véhicules. Il y a une augmentation énorme du véhicule, de camions légers et véhicules utilitaires sport. Un véhicule sur deux dans cette catégorie-là, c'est quand même pas parce qu'on a plein de familles là, qui en ont besoin. Donc, je pense qu'il y a un effort de rationalisation à faire là qui va être bénéfique pour tout le monde. On revient après la pause. Restez avec nous. À la fin d'une dure journée, certaines surprises sont les bienvenues. D'autres, un peu moins. C'est pourquoi la Ford Fusion est conçue pour assurer vos arrières. Mais pourquoi vous arrêter là, quand vous pouvez aussi avoir à l'œil ce qui s'en vient devant? Grâce à l'avertisseur de collision. Tout cela pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, le plus important. Ford. Ensemble, allons plus loin. Il y a plein de choses sur ma liste de souhaits, mais le numéro 1, c'est d'apprendre à faire la cuisine italienne. Je suis mariée avec un Italien depuis 40 ans et je suis de notoriété publique la femme qui ne sait pas faire la cuisine. Si la vie était parfaite, il ne se passerait rien. Mais la vie est remplie d'imprévus. Le sauvetage in extremis. Une congestion complète. La dévastation est à couper le souffle. Ce qui nous donne la force de nous dépasser et de devenir des héros, chacun à notre façon. Et nous sommes fiers de vous rejoindre partout au Québec. La vie n'arrête jamais de nous surprendre. TVA Nouvelle. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles? Premier sur la nouvelle. Imaginez
Si vous pouviez conduire autant que vous voulez, aussi loin que vous voulez. Seul Mazda, un constructeur automobile soucieux d'offrir une expérience de conduite incomparable, pouvait défier les conventions. Avec une garantie révolutionnaire qui vous permet d'aller aussi loin que vous voulez. Voici Mazda illimité. La première garantie en son genre qui vous laisse aller là où la route vous mène. Mazda, t'es rendu là. Ce soir, dès 22h, vous avez le choix. Sur la chaîne Moins Compagnie, Oprah présente Leçon de vie. À Casa, MasterChef Australie, Les Professionnels. Et surprise 2, Les 3 ténors de l'humour. Ce soir, dès 22h. Un portefeuille de placement bien pensé doit reposer sur les bons fonds. Des fonds souples qui se complètent parfaitement. Des fonds qui vous procurent une base solide. Ces fonds sont les fonds de base iShares de BlackRock. Une gamme de fonds économiques de qualité pour consolider le cœur de votre portefeuille. Vous pourrez ainsi préserver ce que vous gagnez et faire mieux avec ce que vous avez. iShares de BlackRock, gestionnaire de placement auquel les investisseurs du monde entier confient le plus d'argent. Suivez les dossiers chauds de l'économie. Regardez Argent maintenant. Argent maintenant. En semaine dès 9h30, à toutes les 30 minutes. Argent, riche en informations. Bienvenue à l'émission, de retour à l'émission à la une, c'est-à-dire on poursuit notre discussion avec Yuri Chassaing et Philippe Bourque au sujet donc des coûts de toutes ces mesures qui visent à réduire notre consommation de pétrole. Yuri Chassaing, on a élaboré sur vos principales conclusions. Et un des points qu'on n'a pas abordé au cours de la première portion de l'émission, c'est les coûts des subventions aux emplois verts. Et là, ça génère toute une discussion parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi un emploi vert. Et la plupart du temps, on dit que d'investir dans les technologies vertes, dans les mesures qui respectent le développement durable, ça crée des emplois. Alors, qu'est-ce que vous dites? Bien, en fait, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai dans certains cas, mais dans le cadre de la discussion qu'on a aujourd'hui, où on interpelle finalement le gouvernement, on demande au gouvernement finalement d'intervenir pour réduire notre consommation de pétrole, éventuellement pour investir ou subventionner des emplois verts. Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas une création nette d'emplois. On crée des emplois à travers des subventions qui sont finalement des sommes qu'on va prélever ailleurs dans l'économie et qui, eux, ces sommes-là, dans le fond, ne sont pas dépensées ailleurs. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'évidemment, si on taxe certaines industries qui réussissent bien pour subventionner des emplois verts qui meurent s'il n'y a pas de subvention, un peu comme les éoliennes au Québec, bien, on se retrouve dans une situation où on est perdant parce qu'on détruit davantage d'emplois qu'on en crée. Alors, c'est sûr que c'est visible, hein? Créer un emploi vert, on le voit, il y a une personne qui occupe l'emploi, c'est fantastique. Le problème, c'est que les études économiques montrent, donc par exemple en Ontario, qu'il y a 3,2 emplois réels qui sont détruits pour chaque emploi vert créé. Mais ces 3 personnes-là, il faut les trouver dans l'économie, c'est pas évident, alors que l'emploi vert est très visible. Et c'est un peu ça la logique derrière, dans le fond, le mythe des emplois verts. On ne peut pas subventionner la création d'emplois. Donc, d'où les petits bonhommes que vous avez montrés dans l'étude. Selon vous, chaque emploi... En fait, selon cette étude qui démontre qu'en Ontario, chaque emploi vert subventionné entraîne la destruction de 3,2 emplois. Mais la création d'emplois, c'est une des retombées économiques qu'on mentionne souvent lorsqu'on dit c'est important d'investir dans justement les technologies vertes et les mesures respectant le développement durable. Et dans votre étude, signée par plusieurs personnes, Philippe, il y avait ces 20 milliards de plus en retombées économiques. Oui. Donc, est-ce qu'il y avait aussi des chiffres pour la création d'emplois ou davantage d'autres types de retombées? Oui, bien, en fait, on parlait effectivement de la création de 130 000 emplois. Par contre, on ne faisait pas de nuance vert ou pas vert. La question est toute simple. On prend ces 20 milliards-là, habituellement, à chaque année, puis on les envoie à l'extérieur du Québec. Donc, c'est sûr qu'on ne crée pas d'emplois avec ça. Notre proposition, c'est de dire, gardons ce 20 milliards chez nous et forcément, on risque de créer des emplois. Puis ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec un principe comme celui-là. Peut-être, en terminant, une chose, quelques exemples. On dit souvent, moi, mon réflexe, c'est souvent, je constate que les gens ont tendance à, on dit
Le mieux est l'ennemi du bien. Hein? Fait qu'on se dit, je vais avoir une auto électrique. On pense tout de suite à la solution miracle, qui est très dispendieuse, et on oublie tout ce qui se passe entre les deux et qui pourrait nous permettre de faire une transition sans que ça soit coûteux. Je donne un exemple. Ce matin, je lisais le 24 heures, le journal dans le métro, qui parlait d'un investissement de la STM qui va former ses conducteurs à l'éco-conduite, donc qui va leur demander quand même peu de coûts, qui va économiser 1 million par année en carburant. Donc, qui est contre ça? Hein, une petite investissement. Une façon de conduire. Exactement. Ouais. Il y a des petites entreprises. Il y en a une au Québec, FNCO, que j'ai rencontré dernièrement, qui ont produit un petit bidule qu'on met dans les camions pour les éboueurs. C'est à peu près le véhicule qui consomme le plus. Je pense que c'est 80 litres au 100. C'est épouvantable. Oui. Alors, ce bidule-là fait qu'à chaque arrêt, le moteur s'arrête. Il y a une économie d'à peu près 20-25 % en carburant. C'est spectaculaire. La Ville de New York a adopté ce petit bidule-là. Donc, c'est un produit québécois qui permettrait de créer des emplois ici s'il est produit ailleurs et vendu ailleurs. Donc, c'est un autre exemple en plus de co-bénéfice. C'est-à-dire que non seulement l'entreprise qui utilise ça fait des économies, mais en plus, on peut générer des emplois verts dans ce cas-là pour une entreprise ici qui aurait développé ces technologies. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger les choses, de ne pas le penser uniquement à la grande infrastructure coûteuse. Des fois, dans les petits gestes, on peut faire des économies très intéressantes. En tout cas, ça semble être un peu le fil conducteur entre vos deux positions. Oui. C'est qu'il y a une évaluation des mesures à faire pour s'assurer que peut-être qu'on vise celles qui coûtent moins cher, qui sont efficaces, et il y en a d'autres qui sont peut-être moins efficaces qu'on pourrait réévaluer. C'est ce qui complète cette émission. Malheureusement, on en aurait dit davantage. Yuri Chassin, Philippe Bourque, merci d'avoir